Bonjour à tous et bienvenue dans Ma vie citoyenne Europe, édition spéciale pour cette semaine de la lutte contre le racisme et de la diversité. Je suis en compagnie de Mounir Satouri, élu Vert, Île-de-France. Quoi d'autre que j'ai manqué ? Vous avez dit l'essentiel. Je suis effectivement un militant écologiste qui a été élu le 26 mai dernier dans le cadre d'une vague verte qui a traversé une partie de l'Europe et qui est passée par la France sur une campagne qui était difficile parce qu'il a fallu faire en sorte que la question écologique, environnementale, climatique soit au cœur de la campagne, alors que certains voulaient que la question identitaire, que les questions de sécurité, que la question de la migration soient les sujets prédominants. Et puis les Françaises et les Français ont déjoué ces pronostics. La question écologique était au cœur de la campagne et le score des écologistes était plus qu'à la hauteur de l'événement. Et donc on est 12 députés pour l'instant avant le Brexit français à avoir été élus. Et j'ai fait partie de ce groupe et donc j'appartiens à cette délégation française qui est importante au sein d'un groupe vert renforcé. Et donc tout l'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte que cette législature du Parlement européen soit utile à l'Europe, soit utile au climat, et qu'on puisse construire les étapes de la reconquête de l'espoir, parce que si notre score était important ici aujourd'hui, on est plus nombreux, malheureusement, le cœur du pouvoir de cette institution est encore partagé entre les partis du vieux monde, les libéraux, la droite, et les socialistes. Et on a bien vu dans l'installation de la Commission qu'en réalité, le plus important pour eux était On reparlera de la le commission partage des postes et pas plus... le changement de manière radicale, comme l'attendent nos concitoyens qui manifestent quasiment toutes les semaines, et pas un changement des politiques. On va reparler de la commission un petit peu plus tard. Mais ma question, c'est oui, c'est votre premier mandat au niveau européen, mais pas votre premier mandat. Qu'est-ce qui fait qu'un élu régional décide d'aller vers l'Europe ? Pourquoi à la région, c'était plus, le combat était trop difficile, ou est-ce qu'il fallait monter justement au niveau européen ? Moi, j'ai énormément apprécié le mandat régional. Je suis conseiller régional depuis 2010. Quand vous êtes élu régional, vous travaillez sur les questions sur les questions liées aux pollutions, liées à l'aménagement du territoire. Vous travaillez sur les questions liées à la formation, vous travaillez sur les questions liées au développement économique. Et puis finalement, entre le niveau régional et le niveau européen, sur les thématiques, les prérogatives, il y a des similitudes assez importantes. Les écologistes sont fondamentalement européens et fondamentalement écologistes. Nous croyons en l'Europe des régions. Et en réalité, le mandat européen est un prolongement de mes engagements locaux en tant qu'élu régional. Et j'espère que l'expérience que j'ai eue en tant qu'élu régional me permettra d'acquérir assez rapidement les réflexes, les bons réflexes, et puis surtout de pouvoir avoir le logiciel qui permet de naviguer dans cette maison un peu complexe qu'est le Parlement européen. Ça, je suis d'accord. Juste... déjà, je voudrais vous dire déjà toutes mes félicitations, si je ne l'ai pas dit en début, mais je suis très contente pour vous. Et je voulais vous poser une petite question. Qu'est-ce qui vous surprend ? Qu'est-ce qui vous a surpris le plus ? Qu'est-ce qui vous fait un petit peu rager ? Ça fait maintenant 2, 3, 4 mois que vous êtes au Parlement. Ou qu'est-ce qui vous a réjoui ? Qu'est-ce qui vous a fait plaisir, en fait ? Qu'est-ce qui vous fait plaisir d'être ici, au niveau européen ? Alors, le bâtiment, le Parlement, comme lieu, par rapport à ce que moi j'ai connu jusque-là, est gigantesque. Ce qui surprend, c'est la multiculturalité, et sur le plan positif. Vous traversez les couloirs, vous entendez parler plein de langues différentes, il y a plein de cultures qui cohabitent, et cela ressemble à cette Europe diverse, variée, que moi je défends. Après, la lourdeur bruxelloise n'est pas qu'une réputation. Tout est long, tout est codifié. Pour pouvoir obtenir un document, il faut passer par les différents bureaux. Donc, il y a un fonctionnement institutionnel un peu lourd. Et ce qui me déçoit jusqu'à maintenant, c'est qu'on est élu depuis le 26 mai, on siège depuis le 2 juillet. Pour l'instant, on n'est pas encore rentré dans le cœur du sujet.
Au mois de juillet, on a voté pour l'élection de la présidente de la commission, pour les commissions parlementaires. On a choisi les commissions dans lesquelles on souhaitait aller, on a voté les bureaux des commissions. Cette période d'installation est un peu longue parce que quand vous arrivez ici pour la première fois, quand vous avez fait campagne pendant 1 an, quand vous avez écouté les électrices et électeurs, vous avez envie de passer tout de suite à l'acte et de pouvoir transformer l'attente en politique concrète. Moi, je suis arrivé en souhaitant absolument aller à la commission emploi affaires sociales parce que je crois profondément que si à ce mandat-là, on n'écrit pas la page sociale de l'Europe, l'Union européenne va continuer à apparaître aux yeux de nos concitoyens comme l'outil de la dérégulation et du déclassement. Les populistes vont continuer à progresser et finiront par gagner. Donc moi, j'ai hâte qu'on commence à parler de la coordination des systèmes de sécurité sociale, du salaire minimum, de la lutte contre la pauvreté, de la lutte contre la discrimination, l'égalité femmes-hommes. J'ai hâte de commencer concrètement à travailler sur le sujet et les voir se concrétiser, puisque une fois que c'est voté, il faut que ça devienne réalité. L'Europe est trop abstraite aux yeux de nos concitoyens. Elle peut jouer un rôle extraordinaire dans le dépassement des égoïsmes nationaux, dans la construction de politiques publiques cohérentes à l'échelle d'un territoire vaste, les 28 États. Encore faut-il qu'il y ait une volonté politique pour que cette Europe sociale existe et qu'elle soit rapidement vue, constatée, touchée, j'oserais dire, par nos concitoyens. Sinon, les eurosceptiques vont continuer à progresser. Le Parlement européen est co-législateur, donc en tant que co-législateur, vous parlez que l'Europe est loin, incomprise par ses citoyens, mais n'est-ce pas là le rôle du parlementaire de faire en sorte que ses élus puissent justement comprendre ce que lui, il est en train de faire? Donc ma question, c'est comment comptez-vous associer la société civile, la jeunesse et citoyens à votre travail? C'est toujours l'enjeu quand on est élu d'une institution. Le travail législatif, le travail sur le dossier est tellement prenant que si on ne fait pas attention, on s'y enferme. Moi, je refuse de laisser mes 2 pieds rentrer au Parlement européen. Je vais trouver le moyen de trouver l'équilibre en y ayant un pied, mais en gardant un pied sur le terrain. Et donc, il appartient à chacune et chacun d'entre nous de construire un réseau d'acteurs autour des thématiques sur lesquelles on travaille, de pouvoir rendre compte. Moi, je crois beaucoup dans le travail avec les acteurs, dans le respect évidemment de l'indépendance de chacune et de chacun, mais je crois dans la capacité de délibérer avec les acteurs. Ce que je vais essayer de mettre en place, et ce qu'on a fait d'ailleurs à l'échelle du groupe Vert au Conseil régional d'Île-de-France, c'est que thématique par thématique, on identifie les acteurs intéressés en amont des prises de décision, parce que quand on le fait après, c'est de la communication. Et d'ailleurs, les acteurs ne s'y trompent pas et vous ne les avez pas comme acteurs sur la durée. La bonne manière, de mon point de vue, de faire, c'est de travailler avec les acteurs en amont, de les écouter, de leur rendre compte de où on en est le débat et d'écouter leur point de vue. Et quand vous êtes d'accord, vous passez un contrat moral où vous prenez à votre compte un certain nombre de propositions que vous essayez de faire porter dans l'institution et de faire aboutir. Et vous les prenez à témoin, vous les invitez le jour des votes, ils viennent constater qui fait quoi parmi les groupes. Parce qu'on l'a vu aux dernières élections européennes, ils étaient tous écologistes. Ils voulaient tous faire une politique écologiste. Et donc il va falloir que les acteurs intéressés viennent voir dossier par dossier qui fait quoi, qui porte quoi, qui pèse sur quoi. Parce que c'est facile dans une campagne électorale, moi je comprends l'enjeu de communication. C'est facile du jour au lendemain de se révéler écologiste ou engagé sur les questions sociales, mais une fois qu'on est élu, il faut respecter cela. L'Europe se meurt aussi de cette différence entre les promesses et la réalisation. Et donc, je vais le faire à mon échelle, mais je suis le seul à le faire sur 750. Ça n'aura pas beaucoup d'effet. Mais en parlant d'écologie, on va juste revenir. En ce moment, à New York, se tient le sommet au niveau des Nations Unies. Et ma question, c'est... La Commission a mis sur la table, en présentant son nouveau collège, le Green Deal. Est-ce que c'est assez ou c'est juste encore... ou ça ne va pas aboutir aux besoins? Est-ce qu'il y a assez... Est-ce qu'il faut plus d'argent? Est-ce que c'est l'argent qui manque? Est-ce que c'est les moyens? Est-ce que c'est la capacité? Qu'est-ce qui fait alors que nous...
si on regarde le chiffre comme ça, on pourrait se dire waouh, c'est beaucoup d'argent. Est-ce que c'est assez? En Le fait, Green Deal? depuis quasiment un siècle, dans tous les États du monde, se succèdent au pouvoir des productivistes de gauche et des productivistes de droite. Depuis trop longtemps, le sujet du développement économique n'est vu qu'à travers le prisme de la prédation des ressources naturelles et de la pollution. Ce dont la planète a besoin, c'est un changement radical du système. C'est bien d'avoir un plan de développement nouveau de 100 milliards, de 150 milliards, de 200 milliards. Mais si le reste de l'économie mondiale continue à ne baser ses profits que sur la prédation des matières premières, l'appauvrissement d'un certain nombre de millions d'habitants de cette planète au passage, et la pollution, la contribution du New Deal, aussi belle que soit son ambition, ne sera pas à la hauteur. Donc, le réchauffement climatique est aujourd'hui une réalité. Il y a une semaine, des experts français nous disaient qu'on peut aller jusqu'à plus 7 degrés à la fin du siècle. Donc, c'est une réalité concrète. Donc, face à cette réalité concrète et à ce péril, est-ce qu'on continue comme avant, en ayant un plan par-ci, par-là, on repeint en vert des politiques publiques en disant on fait, ou est-ce qu'on se dit pause, il faut inverser complètement la logique, il faut faire un plan drastique de limitation des émissions des gaz à effet de serre, changer notre rapport à la production d'énergie, changer notre manière de nous déplacer, changer notre manière de consommer. Il est évident que l'humanité va continuer à se nourrir. Mais vous pensez que ce système où on produit de l'autre côté de la planète, en détruisant, en polluant là-bas, et en important, en consommant du carburant, des produits ici, mais on pourrait tous s'en sortir en faisant une production agricole locale. Nos agriculteurs pourraient vivre dans de bonnes conditions. Nous, on pourrait se nourrir de bonnes conditions et les agriculteurs des autres pays aussi. Ce système est délirant. Le productivisme de gauche comme de droite dans le monde, ce libéralisme à l'excès dont la seule raison d'être est de nourrir la bête est désastreux pour les êtres humains. Parce qu'il y a des millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim, qui meurent de soif, qui vivent dans des conditions inhumaines, qui subissent des déstabilisations locales, des guerres, qui sont chassés de leur territoire. On a la remontée des eaux, etc. Et ce système produit des gaz à effet de serre qui sont, à la fin, néfastes pour la présence humaine sur Terre. Ce n'est pas la planète que les écologistes ils veulent sauver. C'est la capacité des êtres humains à continuer à pouvoir vivre sur cette planète qui est la seule, à notre connaissance, qui peut accueillir la vie humaine. Vous voyez que quel beau projet qu'est l'écologie de rassemblement des individus dans cette planète les uns avec les autres. Et tant que certains continueront à penser que leur propre intérêt, à l'échelle d'un groupe ou à l'échelle d'un pays, ne passe que par le fait de gagner face à autrui, on n'y arriverait pas. On a besoin d'avoir une prise de conscience mondiale sur qu'on ne pourra s'en sortir que tous ensemble, en répartissant mieux les richesses, en changeant notre système de production, notre système de consommation et notre système de déplacement. En parlant, parce que vous avez parlé également de l'emploi, parce que c'est quelque chose qui vous tient très à cœur et c'est pour ça que vous avez choisi d'être dans la commission emploi. Comment allier emploi et écologie? D'abord, quand les autres, ceux-là dont je parlais, les libéraux productivistes pensent à l'emploi, ils ne parlent pas des personnes. Ils ne parlent pas des personnes qui cherchent légitimement un emploi. Ils ne parlent pas de qualification. Ils ne parlent pas de conditions de travail. Ils ne parlent pas de revenus décents. Pour eux, c'est de la main-d'œuvre qu'il faut mettre au boulot pour que les entreprises gagnent de l'argent. Vous voyez que le paradigme est déjà différent. Et oui, il y a des emplois qu'on peut créer qui peuvent faire du bien à l'humanité, à la planète. On est dans un territoire de cette planète où la population vieillit. Les besoins pour accompagner les personnes âgées en termes de services est très important. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? D'abord, on ne développe pas comme il faut les formations, et puis ces emplois-là ne sont pas valorisés. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas travailler dans les services à la personne. C'est qu'il n'y a pas grand monde qui veulent travailler dans les services à la personne, dans des conditions de travail difficiles, avec des horaires décalés, avec des salaires de misère. Donc tant qu'on n'aura pas inversé cette logique, en valorisant les emplois, en permettant aux personnes d'avoir des plans de carrière, parce que personne ne continue à travailler dans la pénibilité pendant des années, en permettant aussi les reconversions au bout d'un certain temps, et en payant correctement les gens, ces emplois ne seront pas pourvus.
Et donc on a des gisements d'emplois. Dans les nouvelles économies, pourquoi il n'y aurait pas un plan européen de production d'énergie renouvelable ? Ça pourrait créer des centaines de milliers d'emplois à travers l'Europe. Donc l'agriculture de proximité, ce n'est pas une idée farfelue des écologistes. L'agriculture paysanne crée 3 fois plus d'emplois que l'agriculture intensive. L'Europe dépense 40% de son budget pour aider les agriculteurs. Tout ça pour avoir des emplois qui disparaissent, des agriculteurs qui se suicident, une biodiversité qui disparaît et des sols qui se polluent et une population qui mange mal, voire qui s'intoxique. On marche sur la tête. Donc utilisons cet argent-là pour pousser à inverser la logique en limitant l'aide à l'hectare pour pas qu'on soit dans la recherche du gigantisme, en ayant des exploitations à taille humaine et mettant la majorité des financements pour convertir cette agriculture, pour sortir de l'agriculture intensive qui ne vit que grâce à l'industrie chimique et à la pollution, pour permettre de produire mieux, vendre en local. C'est bon pour la santé, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour la planète et c'est surtout bon pour les êtres humains. L'autre question sur l'emploi que je voulais vous poser, c'est par rapport à l'entrepreneuriat. Donc beaucoup de jeunes, surtout ceux issus de la diversité, par faute de ne pas trouver d'emploi, deviennent entrepreneurs. Donc c'est très très louable, mais malgré ça, ils font quand même face encore et toujours à des difficultés telles que l'accès au financement. Comment est-ce que vous pensez qu'au niveau européen, en faisant partie de la commission emploi, comment est-ce qu'on peut changer cela ? D'abord, il faut que l'essentiel de la politique européenne d'aide au développement économique aille et soit fléché sur les petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas de l'idéologie, c'est du réalisme. Les entreprises qui créent de l'emploi, en France comme en Europe, c'est les petites et les moyennes entreprises. Donc oui, il faut arrêter d'aider les grands groupes qui n'en ont pas besoin. En France, on aide des groupes qui distribuent des centaines de millions de dividendes à leurs actionnaires. Donc il faut arrêter ça. Moi, je n'ai aucun problème avec l'entrepreneuriat et il faut encourager les personnes à entreprendre. J'ai une difficulté avec la vision de l'économie. Je ne suis pas pour le productivisme, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je n'ai pas de problème avec l'idée d'entreprendre. Mais attention, il ne faut pas tomber dans le piège du statut de l'auto-entrepreneur où les personnes n'ont pas de sécurité sociale, n'ont pas de droits, généralement sont sous-traitants de grands groupes. L'ubérisation de l'économie, ce n'est pas forcément la réponse miracle au mal d'emploi que subissent certaines populations. Et d'ailleurs, on commence à le voir. Ce système de la flexibilité de l'auto-entrepreneur est aujourd'hui utilisé par des grands groupes prédateurs qui utilisent des jeunes micro-entrepreneurs pour travailler des heures très importantes dans des conditions pas possibles, à très bas revenus, avec un système de protection de sécurité sociale qui n'est pas bon. Donc il faut aussi veiller, c'est le rôle de l'État, c'est le rôle de l'Europe, et la réglementation européenne doit servir aussi à protéger les plus petits face aux très gros. Et ma dernière question, pour finir, c'est, vous parlez de faut protéger ces personnes qui subissent certaines populations. Et cette semaine, nous sommes dans la semaine européenne de la lutte contre le racisme et pour la diversité. Nous faisons face à une question qui nous a été posée par la Commission européenne. C'est même pas une question, c'est une exclamation qui a été effectuée, c'est la protection du mode de vie européen. Monsieur Satouri, ça veut dire quoi ? Ça ne vous fait pas peur ? Ah mais ça me fait peur, ça m'inquiète et surtout ça me scandalise. Moi, on m'aurait dit il y a quelques semaines que ce terme serait dans l'intitulé d'un des commissaires européens, je n'aurais pas cru. Tous les partis aujourd'hui qui gouvernent l'Europe, les 3 partis majoritaires dont j'ai parlé tout à l'heure, socialistes, libéraux et de droite, conservateurs, ont fait campagne contre les idées de l'extrême droite. Et ont voulu s'opposer en rempart contre les idées de l'extrême droite. Ce geste est inadmissible. C'est même une concession idéologique à l'extrême droite européenne dangereuse.
Moi, j'ai l'impression que certains hommes politiques n'ont plus dans leur GPS comme direction que les idées de l'extrême droite. Et donc, ils veulent rouler vite pour les doubler. En fait, ça ne marche jamais, parce que l'original a toujours plus de valeur que les photocopies. Et la seule chose que ça produit, c'est que ça permet à l'extrême droite de casser le plafond de verre. On l'a vu par le passé. Nicolas Sarkozy avait cru qu'il pouvait, en France, être majoritaire sur la durée en ayant le langage de l'extrême droite. Ça a marché sur un coup. Au moment de son élection, qu'est-ce que ça a fait après? Ça a cassé le plafond de verre. Le Front National a augmenté ses scores. Et donc, à chaque fois qu'on cède sur les valeurs, à chaque fois qu'on cède sur les principes pour récupérer de l'espace politique, à la fin, ça ne fait qu'élargir l'espace politique de l'extrême droite. Donc moi, je suis complètement scandalisé de ça. Et d'ailleurs, je pense que plus le temps va avancer, qu'on voit la fragilité de ce vieux monde politique. Aujourd'hui, l'écologie est en train de devenir le rempart face à l'extrême droite et à la barbarie. Et nous ne céderons rien au niveau du groupe écologiste. Parce que céder, c'est leur accorder une victoire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je suis très contente de savoir qu'il n'y aura pas de protection de mode de vie européen, pas de portefeuille, du moins pas du côté des Verts, ils n'accepteront pas. Merci encore, Monsieur Satouri, de nous avoir rejoints. Les amis, je vous dis à très bientôt. Bisous!